Comment la cybersécurité devient... Alors, on a titré un accélérateur de business. Peut-être qu'il a fallu dire non seulement un accompagnateur, un catalyseur et peut-être un accélérateur de business. On le verra avec nos trois intervenants. Ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir, vous les voyez dans l'ordre, comme disait Michel, donc Éric Vautier qui est RSSI Groupe ADP. Bonsoir. À ses côtés, Stéphane Napo, Global CISO IBFS de la Société Générale. Bonjour. Et enfin, Michel Juvin, expert en cybersécurité, CISO, membre du CESIN. Mais je crois que vous êtes deux à être membre du CESIN. Bon, je l'ai précisé quand même. Le CESIN, le CLUSIF et la FCDP qui ont un stand aussi sur les assises cette année, si vous voulez en savoir plus, sur les associations professionnelles. Alors pourquoi j'ai voulu monter cette table ronde, c'est que j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, enfin c'est pas une impression et c'est vous les professionnels, moi je ne suis qu'une spectatrice, la cybersécurité, et on l'a encore entendu ce matin avec Guillaume Poupard, on ne parle plus de la cybersécurité aujourd'hui comme il y a 10 ans, voire 5 ans. Longtemps la cybersécurité a fait peur, enfin la sécurité des systèmes d'information, avant de parler de cybersécurité, c'était associé quand même à de la crainte, à de la peur. Le RSSI était souvent vu, alors parfois je l'emploie au passé, mais peut-être que vous allez me démentir, messieurs, en me disant mais c'est encore parfois associé au Mister No, celui qui dit non, celui qui met des freins. Or, il s'avère que de plus en plus, et je l'ai vu quand on a préparé cette table ronde, la sécurité, la cybersécurité est aussi accompagne le business, accompagne les métiers. Alors, il y a aussi des réglementations qui vont dans ce sens-là. Il y a une évolution des mentalités, et puis peut-être qu'aussi le RSSI va un peu plus parler aux métiers, de gré ou de force. Mais je pense que les deux parties ont à gagner à ces échanges. Donc voilà, ce sont ces points dont on va débattre lors de ces 45 prochaines minutes. Et je voudrais commencer par Michel pour un rapide état des lieux justement par rapport à cette problématique. Micro commun. On partage. Oui, en fait, on est tous conscients aujourd'hui de cette notion sécurité versus contrainte. Contrainte, c'est vrai que le passé ne joue pas tellement pour nous parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui poussent à cette notion de stress. Quand on voit l'actualité, ne serait-ce que l'actualité, c'est voilà, hein, on a en gros. Les Américains qui nous espionnent depuis très longtemps avec leur système, les Américains qui sont espionnés par les Chinois, et tout ça sous couvert d'une espionnite ou une cyberguerre froide animée par les Russes aussi. Donc effectivement, on peut se poser beaucoup de questions et on peut vivre dans le stress et dans l'anxiété. Pour autant, il faut absolument renverser ça et aujourd'hui, ne plus le considérer comme un frein. On n'est pas dans un sentiment d'impuissance et on le voit aujourd'hui. Je pense qu'il y a des critères qui sont forts. Cette notion de maturité commence à prendre conscience, en fait, y compris même chez beaucoup de dirigeants, et on va en parler un petit peu après, des moyens et des solutions qui sont en place aujourd'hui. Aujourd'hui, sincèrement, je veux dire, la sécurité anxiogène, il y a peut-être encore des fournisseurs qui utilisent ce thème, mais voilà, c'est aujourd'hui ce qu'il faut bannir, hein, de façon à pouvoir réussir à renverser cet état de fait et donner cet état positif. Alors, merci Michel. Alors, on va continuer, Stéphane, avec toi. Donc, en effet, communiquer sur la peur, ça peut être anxiogène, ça peut être même contre-productif, aller à l'encontre de ce qu'on voudrait faire même. Oui, complètement. Je suis 100% d'accord avec ce que disait Michel. La peur est un très mauvais moteur pour la sécurité. Très mauvais moteur. D'accord. Au mieux, ça va se transformer en James Bond. Tiens, comment ils ont fait, etc. Et puis, on oublie qu'on peut être concerné par des choses très graves. Et au pire, ça va faire vraiment peur, galvauder la peur et faire qu'on va rien faire. Donc, effectivement, l'approche aujourd'hui du RSSI, c'est l'équilibre. C'est le raisonner. Donc le risque raisonné, comme l'agriculture raisonnée, c'est de ne pas pousser les choses à outrance pour fatiguer la terre. Il ne faut pas fatiguer les comex non plus. Donc dire oui tout le temps, c'est être permissif et ça peut être très très grave.
Et là, notre rôle de conseiller des COMEX est important. Et dire non tout le temps, ça peut être aussi grave, voire on peut faire même plus de mal que le pirate. Si vous bloquez 100% d'un produit avant sa mise en commercialisation, le time to market, vous pouvez faire plus de mal qu'un pirate qui aurait peut-être pris 20%. Et les deux cas sont très négatifs, bien entendu. Donc tout est dans l'équilibre. Et ce qu'il faut, c'est se rappeler du rôle que nous avons. Et aujourd'hui, c'est un rôle de diététicien du risque et pas de policeman. Diététicien du risque pour dire si nous acceptons ça, c'est très toxique et les fonds propres de l'entreprise peuvent ne pas suffire. Si on fait ce choix, il faudra des contreparties, de plafond ou autre, et ce choix-là, on peut le faire dans tous les cas, il n'y a aucun risque. Donc je crois vraiment que la peur ne doit pas être le moteur et que le moteur doit être l'intelligence face au risque. Alors, le moteur, ça doit être l'intelligence face au risque. Ça, c'est un mantra que tu as répété quand on a préparé. Hein. C'est la confiance aussi, Eric ? Oui, effectivement. Moi, je suis RSSI dans un groupe qui participe d'une chaîne de confiance complète, qui est celle de l'aviation. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont réunis pour faire en sorte que quand vous montez dans un avion, vous ayez un pourcentage non nul de redescendre à l'arrivée en bon état. Et donc, c'est quelque part un sujet qui est embarqué dans les têtes de tous ceux qui participent de cette chaîne de valeur, que ce soit les compagnies aériennes, les avionneurs, les aéroports et toutes les personnes qui gravitent autour de ça, les contrôleurs aériens. Et sans refaire l'histoire de l'aviation en 5 minutes, si vous regardez un petit peu, c'est exactement ce que l'industrie a fait en fait depuis des années. On a d'abord donné confiance dans les avions eux-mêmes, donc tout ce qui est navigabilité. Donc aujourd'hui, on appelle ça sécurité des vols. Ensuite, on est passé dans la partie sécurité physique pour s'assurer que justement on n'avait pas de terroristes ou autres qui essayaient bien qu'on ait des avions qui volent correctement, arrivent à les mettre par terre. Et aujourd'hui, tout simplement, la cybersécurité est la troisième composante de cette confiance. En tout cas, c'est pas seulement moi qui le dis, hein, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit l'OACI, l'organisation qui gère l'aviation civile au niveau international, ou que ce soit les instances européennes qui déclinent ces contraintes-là sur notre territoire. Tout le monde participe aujourd'hui pour monter le niveau de cybersécurité et nous assurer que on se retrouve au même niveau de qualité, on va dire, que les deux premiers pans de sécurité. Merci. Alors, Michel, je reviens. Bon, donc ces messages, on a compris, ils sont importants, mais comment on les fait passer ? Parce que le RSSI tout seul dans son coin, même s'il a beaucoup de qualités comme vous tous ici, et beaucoup de volonté, il a aussi besoin d'être soutenu, voire d'avoir ce qu'on dit maintenant un sponsor. Donc comment on fait passer ces messages pour qu'après ça irrigue aussi dans l'entreprise ? Puis ensuite on reviendra sur les projets. Oui, faire passer les messages. Pour faire passer les messages, il faut avoir de la matière. Ça, c'est important. On parle de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et un des premiers points, c'est d'être en mesure de pouvoir apporter des informations de confiance, c'est-à-dire en qui vous avez confiance, vis-à-vis en fait de l'ensemble de la direction de l'entreprise. Et concevoir ces rapports de contrôle, moi j'aime bien le mécanisme de contrôle interne. C'est-à-dire que chaque acteur, parce que la sécurité, c'est un rôle qui est dévolu à beaucoup de personnes au sein de l'entreprise. Chaque acteur doit être en mesure de pouvoir prouver qu'il a effectivement fait son rôle, joué son rôle au sein de l'écosystème de sécurité au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est important. Et une fois que vous avez cette mentalité, cette culture du contrôle interne qui est en place dans l'entreprise, vous pouvez rapporter des informations de confiance à votre direction au travers d'un dashboard bidirectionnel. Un dashboard qui est adressé à la direction d'entreprise, mais qui soit aussi actionnable au niveau de chacun des acteurs. Ça, c'est important d'avoir cette notion qui puisse être compréhensible et utilisable par beaucoup. Donc ça, c'est des points qui sont importants et compliqués aussi à mettre en place, qui sous forme de discussion avec le management, mais vous arrivez à la fin à pouvoir mettre en évidence, je dirais pas une note de sécurité de l'entreprise, une note de confiance de l'entreprise, mais une information de confiance sur la base de faits réels que vous avez pu constater au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme de reporting particulièrement important. Voilà, je voulais parler des cyber-risques spécifiques. Oui, juste un petit point qui est assez intéressant, c'est dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré deux types de personnes, et sans doute que vous aussi. Vous avez les stressés et la sécurité, c'est le travail des autres.
Donc, les stresser, il faut savoir les rassurer. Et pour ceux qui, c'est la sécurité, c'est le travail des autres, il faut savoir les passionner. Donc, à vous, lorsque vous discutez avec votre board, avec votre management, de réussir à comprendre, lorsque vous serrez la main de ces personnes, dans quel camp ils sont, pour savoir correctement les adresser et les remettre au niveau adéquate en matière d'appréhension par rapport au risque. Oui, enfin, ça suppose aussi que le RSSI sait adapter son langage à son environnement, à une population qui est très hétérogène dans l'entreprise, puisque la cybersécurité, elle s'adresse à tout le monde, du plus bas au plus haut, du plus étroit au plus large. Donc, il faut avoir aussi le discours et montrer qu'on a un rôle dans l'apport de valeur de business, quoi. Ah oui, complètement. J'insisterai que l'expert en cybersécurité, puisque la nouvelle nomenclature du CIGREF nous donne ce titre, qui je trouve plus logique que RSSI, il a un rôle parfaitement transverse. Il n'est jamais assis sur sa chaise. Il doit être toujours au contact de tous les acteurs et donc toute l'entreprise, en gros, ne serait-ce que par l'éveil à la formation, l'éveil à la protection de l'information, ou encore donner les bons conseils, ou encore vis-à-vis des achats, définir une procédure pour pouvoir garantir la continuité de la politique de sécurité dans les achats qui se font avec du cloud. Enfin bref, il y a vraiment, c'est un rôle où on n'est jamais assis sur sa chaise et on doit être au-devant de toutes les actions au sein de l'entreprise. Alors, justement, on adapte son discours. Eric, comment on a des mots pour le dire, ou on va peut-être pas être toujours aller frontalement pour présenter certaines problématiques. Alors, frontalement, non, ça marche pas. Je pense que un certain nombre l'ont essayé. Moi, dans ma carrière à ADP, j'ai d'abord commencé par faire ce qu'on appelle des projets aéroportuaires. Donc, quelque part, le cœur de métier est quelque chose de bien connu. Et ça, en termes de discours, c'est quand même plus simple à l'expliquer derrière que de dire il faut que vous sécurisiez sans vraiment connaître le système lui-même. Si vous prenez un système de tri-bagages aujourd'hui qui est d'une complexité assez folle en termes de chaîne logistique, quand vous considérez que ce système-là est aujourd'hui un élément crucial en termes de sûreté, donc s'assurer que les bagages à bord sont sains, il vaut mieux comprendre comment le système fonctionne plutôt que d'arriver en disant vous me sécurisez tout ça et débrouillez-vous pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ça, je pense que c'est indispensable, mais j'enfonce une porte ouverte en disant qu'il faut d'abord être, c'est un peu le thème de la table ronde, hein, il faut connaître le business et ça sert à rien d'être expert en sécurité sans être un expert de sa société. Donc ça, c'est sur la partie frontale, il faut les accompagner. Le deuxième, alors c'est peut-être un peu plus sournois, c'est pas du frontal, c'est de passer par le COMEX. Donc ça, c'est aussi un sujet un peu tarte à la crème. Côté monde de l'aviation et aéroport en particulier, on a la chance, je le dis bien comme ça, la chance d'être dans un domaine très régulé. Donc j'évoquais tout à l'heure tout ce qui était européen, mais en France, on a eu pris un peu d'avance là-dessus avec les démarches de l'ANSSI, la directive Nice aujourd'hui. En tout cas, dans mon quotidien, ça m'a simplifié la vie puisque j'ai sorti un indicateur qui dit exactement le pourcentage de conformité à la loi de chacun des aéroports, grosso modo, pour simplifier le discours. Donc ça tient en deux lignes et au niveau du COMEX, c'est assez simple à expliquer, sachant que les deux directeurs d'aéroports, dans le cas d'Aéroport de Paris, sont membres du COMEX. Donc quand ils doivent expliquer leurs chiffres à d'autres personnes autour de la table, généralement, ils vont aller chercher des informations, soit avant, soit après, auprès de leurs propres équipes, qui là vont peut-être venir me voir en disant, au fait, le sujet dont tu m'as parlé la semaine dernière, mon chef m'en a parlé aussi. Donc voilà, donc c'est une espèce, pour ceux qui connaissent les vieux films, c'est un peu la tenaille entre un accompagnement métier et puis un accompagnement discret qui tombe du haut, quoi. Merci. Alors dans la banque, peut-être Stéphane, on a un peu aussi... On parlait des environnements très régulés, puis de la conviction de nos managers. Très intimement, je pense que déjà il faut montrer le verre à moitié vide aux managers. C'est un vrai problème pour beaucoup de RSSI ou d'experts sécurité, parce que le verre à moitié vide, on n'a pas forcément envie d'être anxiogène, etc. Et également, gérer, c'est prévoir. Gérer les risques, c'est pas uniquement mesurer les risques d'aujourd'hui et d'hier, c'est anticiper et se prémunir contre les risques de demain. Les risques qui sont devant la voiture, ils sont pas forcément que dans le rétroviseur. On a tous quelques dizaines de milliers d'euros de risques moyens dans le passé, la vision rétrospective, celle des risques opérationnels, et celle-là, elle est fiable. Elle est facile à remonter au COMEX, elle est vérifiable. Mais aller dire que l'impact potentiel serait celui de peut-être Saint-Gobain, et déjà, ça nous aide d'avoir eu le cas Saint-Gobain et la transparence de Saint-Gobain sans jeu de mots.
c'est un plus. Mais donc l'approche des risques aujourd'hui et la conviction doit se baser sur l'état d'aujourd'hui, notre état sur les fondamentaux, la sécurité, la gestion de l'habitation, la surveillance interne, le monitoring interne, donc dans quel état nous sommes et où sont les trous. Et si tel ou tel scénario nous arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça s'aligne ou pas? Et dans l'aéronautique, lorsqu'un avion se crache, il y a une approche très très bien d'un monsieur, j'ai oublié le nom, qui est l'approche des tranches de fromage. Alors, on ne dit pas gruyère parce qu'il y a des trous dans le fromage, les mentales. Et lorsque les trous sont alignés sur votre gestion des vulnérabilités, contrôle d'accès, obsolescence, il y a des choses qui peuvent passer. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va faire? Et on rejoint ce que vient de dire mon collègue. Il faut bien connaître l'entreprise pour savoir ce que ça va faire, non pas sur le port 443 en SSL, machin, que personne ne comprend, mais qu'est-ce que ça va faire aux clients sur la confiance? Qu'est-ce que ça va faire aux gens qui pourraient obtenir cette information pour en faire le marché sur le darknet, le revendre, etc. Donc, est-ce qu'on va toucher quelque chose d'attractif? Voilà, et ne pas se limiter au scope technologique. Donc, le RSSI, c'est un sous-ensemble de l'entreprise qui doit bâtir une culture de l'anticipation. Il y a des façons de sécuriser l'anticipation, c'est pas de la futurologie avec de la peur, et qui doit partager son savoir. Quand vous mettez entre les mains d'un président de banque le savoir-faire des pirates, et qu'on dit ils fonctionnent comme ça parce qu'ils utilisent ça, il comprend que lorsqu'il va pousser un projet sur la rapidité, et que ce projet, on peut avoir des virements en temps réel, et que c'est ça qui attire le pirate parce qu'on lui a dit, on l'a éduqué, il va dire ces virements en temps réel, peut-être qu'on va aller un poil moins vite sur ce projet parce que j'ai pas envie de fermer le service au bout d'un mois après. Donc l'éducation a toujours été un facteur de bienfait pour les économies, les entreprises et les personnes. Si vous allez à l'université, vous avez des chances peut-être de gagner votre vie. C'est pareil, il faut éduquer son COMEX et là aussi vous préparez l'avenir. Parce que sinon, pour être sérieux, fiable et précis devant un COMEX, on montre le verre à moitié plein. Celui-là, on le connaît. Les chiffres d'hier, les pannes d'hier, et puis les impacts derrière nous, c'est quelques cas euros. Devant nous, c'est des centaines de millions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet écosystème et la conviction qu'il y ait culture, cybersécurité et le partage de nos savoirs de RSSI. Le savoir, c'est pas une tour d'ivoire chez les RSSI. Non, puisqu'on est ici pour le partager, notamment les assises pendant 3 jours. Merci Stéphane. Alors, on a bien compris que l'éducation, la connaissance des métiers de l'entreprise, bien sûr, sont fondamentaux dans vos activités aujourd'hui, dans votre fonction. Et de plus en plus, alors, vous venez de trois domaines différents. Michel, tu as un passé dans plusieurs entreprises, notamment dans l'industrie. De plus en plus, quand même, on voit que les experts cybersécurité, les RSSI sont, comme tu disais, imbordés, c'est le terme que tu emploies, dans les projets. Est-ce que vous pouvez nous citer justement quelques exemples et comment on accompagne dès l'origine, dès la conception des projets, on peut accompagner parce que comme ça, on est embarqué dans l'équipe, on va travailler avec l'équipe et puis on va pouvoir quand même avoir un certain contrôle sans pour autant dire un flicage de la sécurité. Alors, je vous fais intervenir tous les 3 sur vos activités respectives. Oui, c'est vrai qu'au sein des entreprises, il y a plein de projets. Et ces projets, on les accompagne. Bien évidemment, on dit toujours qu'on doit être au début. Mais c'est vrai que quand on arrive en fait à former, éduquer l'ensemble des personnes qui contribuent à ce projet, dès le départ, ça marche beaucoup mieux. En l'occurrence, au sein du CESA, on revendique en fait la mise en œuvre du fameux questionnaire par rapport en particulier aux achats qui se font dans le cloud. Fameux questionnaire que vous adressez en fait à votre fournisseur pour vous assurer que votre politique sécurité, elle est aussi appliquée de bout en bout de la chaîne. C'est-à-dire que bien évidemment, quand on achète des solutions dans le cloud, on a un bout de morceau d'information qui va se retrouver géré par le partenaire ou chez un fournisseur du partenaire aussi. Et donc c'est important de vérifier ça et ce document, le questionnaire rempli par le fournisseur doit être lié en fait en appendix du contrat que vous allez signer. Donc on comprend bien qu'on est par anticipation, en avance de phase dans ce mécanisme. Je propose aussi d'ajouter un autre questionnaire, celui-ci à destination du chef de projet
au sein de votre entreprise pour qu'il prenne conscience en fait de la classification des informations qu'il va gérer et donc dans le cadre du projet, si ce sont des informations qu'on pourrait donner hautement sensibles par exemple, eh bien il faudra qu'il mette en place des processus qui seront différents parce que justement il va gérer des informations hautement sensibles. Donc l'avantage du deuxième questionnaire, c'est que ça va le sensibiliser de nouveau aussi par rapport aux risques qu'il y a derrière. Ces risques, donc bien évidemment, quand on arrive à les réduire au maximum, puisque c'est notre rôle à ce moment-là en tant qu'expert cybersécurité, lorsqu'on lit les réponses à ces questionnaires, eh bien on va proposer des actions qui vont réduire ces risques au maximum. Reste qu'on n'est pas décideur, mais c'est le métier qui va prendre le choix de prendre ou non ce risque, l'accepter ou non, voire le transférer vers un tiers si jamais il y a besoin. Est-ce que ça peut aussi modifier profondément un projet, voire peut-être l'annuler ? Enfin, est-ce qu'on en est là aujourd'hui ou pas encore ? Alors, la réponse est normalement non, parce qu'en fait, si vous êtes correctement intégré au niveau du processus de décision, lorsqu'on va commencer à mûrir sur cette notion de projet, on va sûrement trouver des solutions. Et là, fort heureusement, on a non seulement des partenaires, mais on a aussi des collègues. Merci encore les événements comme les assises ou d'autres événements pour nous aider justement à échanger ensemble sur les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dans tel ou tel cas, comme on a pu le gérer. Donc, moi, j'ai jamais vu un projet où on disait non. On trouvait toujours une solution. Stéphane, peut-être, dans la banque, important aussi d'accompagner les projets. Tout à fait. Dans la banque, on a mis en œuvre il y a très longtemps, 6-7 ans, un processus particulier pour être présent dès le début des nouveaux projets. On est là sur la ligne de départ avec les nouveaux projets au moment de l'idée. Donc on ferait vraiment de la co-construction, de la pro-création ensemble. C'est-à-dire qu'on va concevoir un projet dès l'idée. On a donc un processus qui s'appelle comité nouveaux produits et autour de la table, vous avez le RSSI. Vous avez également les gens de juridique, service marketing, etc. Donc il n'y a pas que des gens du métier, il y a aussi des gens comme le RSSI, le DSI, etc. Rien n'est construit, rien n'est choisi, pas d'appel d'offres et on réfléchit ensemble. Ça nous a permis de mettre en œuvre des projets sur lesquels la banque doit se repenser. Par exemple, en Afrique, on n'a pas toujours des agences partout, les gens ne se déplacent pas facilement, donc il faut aller chez eux pour faire la banque, par exemple. Et donc on a mis en œuvre, il y a déjà plus de 2 ans, un projet qui aujourd'hui est un service en Afrique, dans plusieurs pays, de banque par mobilette. Alors ça fait rire, mais un agent bancaire, c'est quelqu'un qui peut être ciblé, qui peut risquer sa vie, etc. Donc il faut lui penser à protéger les transactions pour ne pas exposer la vie de nos agents sur une mobilette. Et donc désensibiliser tout un tas de services financiers pour qu'ils aient lieu, qu'à la fin vous perceviez votre argent, votre microcrédit en tant que commerçant ou particulier, mais protéger la vie de l'agent. Et voilà. Et on a trouvé des idées. On a capitalisé sur la monétique. Enfin, voilà. Donc ça s'est bien passé. D'autres projets très innovants, Méditerranée, Afrique du Nord par exemple, et puis Europe de l'Est, des projets de géomarketing. Vous êtes devant un magasin, vous avez accepté un service de géomarketing où on protège votre confidentialité, on ne revend pas vos données dans les banques. Donc voilà. Si le produit est gratuit, souvent c'est que vous êtes le produit. Là, dans les banques, c'est un service financier, qui est dans votre convention de compte. Et si vous êtes en face d'un magasin de voitures, et puis pof, sur votre téléphone, il arrive une offre de crédit pour les véhicules dans ce magasin, avec une offre de crédit qui défie toute concurrence. Donc c'est un peu le modèle Netflix, souplesse, synchronicité dans l'instant. Et ça, c'est des projets très innovants qu'on a conçus dès le début. Imaginez si on sécurise la gestion du GPS du téléphone qu'on ne maîtrise pas, tout ça, et qu'ils disent on va capitaliser juste sur un développement avec une application. Enfin, pour ceux qui connaissent tout ça, ça serait très, très risqué pour une banque. Et donc, si vous êtes présent à la ligne de départ, après il faut tenir la vitesse et il faut arriver sur la ligne d'arrivée. Et c'est ça le point. C'est tenir la vitesse, la sécurité doit se repenser, pas de processus linéaire, processus itératif, le grand 8. Une partie du circuit, c'est la partie développement, l'autre partie, c'est les opérations, enfin DevOps pour ceux qui connaissent. Et ça permet comme ça de ne pas bloquer le business et d'avoir des risques résiduels un peu forts au début, mais ils veulent y aller ce mois-ci, donc est-ce que vous les acceptez ou est-ce qu'on continue à mettre des mitigations ? Les risques résiduels acceptés, signés par les plus grands chefs métiers, pas IT, ou alors mitigation. Et puis pendant ce temps, on fait la V2 de la voiture, la V3, la V4. Et ça nous permet comme ça de bien gérer le risque, parce que lorsque vous mettez quelque chose en production dans votre entreprise, au début, il y a 10 clients et 45 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc les risques n'arrivent pas d'un coup. Et il faut bien faire la différence entre les risques technologiques vus par le RSSI et les risques in fine, holistiques,
réel pour l'entreprise. Merci. J'avais une question, mais c'est passionnant de vous écouter tous les trois. Et alors justement, parce qu'on a, vous avez une question, vous la gardez, on termine dans 5 minutes et je vous laisse la parole. Parce qu'on disait que, je soulignais tout à l'heure que ça obligeait quand même les RSSI à adapter leur discours, à évoluer aussi dans leur, peut-être pas comportement, mais aussi dans leur travail. Ça veut dire aussi que les métiers aujourd'hui viennent vous voir, c'est spontané, quoi. Enfin, spontanément, on associe on pense au RSSI, ou au moins on pense sécurité pour tous les projets. Ça se passe. Mes collègues devront se positionner. Dans une banque, il a fallu le structurer. Il a fallu l'imposer. Donc il a fallu passer par le haut et dire au métier, voilà, la sécurité est aujourd'hui un besoin client comme un autre, et pas la sécurité est un grand danger qui peut nous tuer, parce que ça n'a pas marché. On l'a fait avant. La sécurité est un besoin client comme un autre, donc faites-nous remonter au moment de l'expression de besoin. Et c'est ça qui est important. Et ensuite, il faut structurer une procédure qui réunit les humains au bon moment. Sinon, le conflit d'intérêts du style si je fais pas mon projet, je vais pas avoir ma prime ou je ne sais quoi. Enfin, dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Et donc, la sécurité va être un facteur de ralentissement et ceci et cela. Donc, il a fallu l'obliger. Et il a fallu beaucoup travailler sur notre image pour s'enlever le képi du policeman. Voilà, et passer pour des gens qui étaient providers de solutions. Voilà, ils vont venir, ils vont nous aider, ils vont peut-être mettre en lumière le problème, mais ils ne sont pas là pour bloquer le projet. Et cette image, c'est aujourd'hui ce qu'on a de plus cher à la sécurité de la Société Générale. Cette image d'une sécurité bienveillante et qui pousse à l'évolution et pas qui va pousser soit à la peur, au risque ou au business blocking. Michel, et puis Eric après peut-être ? Oui, juste une petite anecdote. C'est vrai que ces mécanismes, en particulier dans l'acquisition de solutions dans le cloud, pouvaient être vécus comme une contrainte. Mais moi, j'ai vu, en fait, parmi les fournisseurs de mon précédent employeur, trouver vraiment un intérêt à ce que je leur aide, en fait, je les aide à acquérir plus de sécurité, en fait, dans leur processus. Donc, c'est un effet bénéfique. Non seulement on a des chefs de projet qui sont sensibles par rapport à ça, qui se disent, de toute façon, je vais poser la question à l'expert cybersécurité pour pouvoir aller plus loin. Ça, c'est un mécanisme de base. Et là, dès le début du process. Mais en même temps, les fournisseurs, ils y ont vu un avantage. Lorsqu'on, par exemple, on leur dit, mais vous mettez en place un questionnaire, très bien, mais vous devez obligatoirement avoir un site qui est sécurisé. Vous ne pouvez pas le faire sur un HTTP tout court, quoi. Donc c'est important. C'est tout l'écosystème, en fait, qu'on arrive, en fait, à aller dans ce sens. Et encore une fois, grâce à la communication, la médiatisation qui se fait. Et progressivement, moi je suis convaincu qu'on va vivre progressivement une bascule vers l'intégration, comme le disait Eric Dommage, citer les gruyères, là c'était Eric Dommage, qui disait, voilà, embedded security, et ce rôle donc d'anticiper au plus haut niveau. Eric ? Moi, j'ai pas joué exactement de la même diplomatie. J'ai cherché et trouvé l'instance dans laquelle je pouvais être le vrai point de blocage, et donc c'est tout simplement les instances budgétaires. On a mis une petite ligne en disant, est-ce que vous avez fait votre analyse de risque ? Donc, il faut arriver à faire évoluer le formulaire de l'instance budgétaire en question, mais une fois que vous avez fait ça, quelque part, tout en découle, enfin en tout cas dans notre contexte à nous, très spécifique, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de la table, eux, ils comprennent rien, ils veulent voir la case cochée, il suffit de s'assurer qu'elle est cochée de manière intelligente, et ça c'est là où il faut être effectivement, comme disait Stéphane, très disponible aussi, parce que si on dit revenez dans 15 jours, parce que j'ai pas le temps, donc ça demande une adaptation, il y a forcément des évolutions pour être au même rythme que les métiers, c'est une évidence. Mais il faut aussi savoir jouer un petit peu de la rigueur, et quelque part le directeur financier, lui, ça l'arrange de ne pas laisser passer le projet parce que juste il n'y a pas la case RSSI cochée. Donc voilà, donc ça, et une fois, donc ça c'est le côté très strict, et la réalité, c'est, on rejoint un petit peu encore une fois ce qu'a dit Stéphane, il s'aperçoit finalement que le RSSI et ses équipes sont pas aussi abrutis qu'ils le pensaient, et qu'avec l'usage, ils se rendent compte qu'on est effectivement apporteur de valeur pour enfoncer encore une fois des portes ouvertes, mais que pour eux était plus simple de ne même pas chercher à fermer, quoi. Donc voilà, un côté, toujours pareil, un peu strict au début, et puis un accompagnement qui dédramatise l'image du RSSI, c'est mon retour d'expérience. Un accompagnement intelligent. Alors, monsieur, vous aviez une question. Oui, je voulais savoir si vous aviez été confronté à l'acceptation d'un risque par le métier qui vous entraînait vers une non-conformité réglementaire
Et si oui, comment avez-vous traité ça? Stéphane. Je vais répondre en toute transparence. Cela peut arriver. Ça ne signifie pas qu'il y a un impact ou qu'il y a quelque chose d'avéré. Et donc, dans ce cas-là, nous avons joué avec les collègues du réglementaire, puisque le RSSI n'est pas la personne qui pilote le réglementaire. Hein. Ce serait risqué de proposer des solutions et puis de piloter les lois. Donc, les collègues de la conformité et mes équipes et moi-même, nous avons juste éclairé le manager qui avait pris cette décision. Et c'était pas une décision volontaire de bypasser les lois, parce que ça, on ne le fait pas dans les banques. D'abord, on n'a pas le droit. Et en plus, on ne peut pas jouer avec ça, puisque je vous rappelle que la majorité de l'argent qui est dans les banques, il n'est pas à nous, il est à vous. Donc on n'a pas, comme une entreprise, la maîtrise de tout ce qui circule. On a beaucoup d'argent qui n'est pas à nous. Et c'est de là que vient cette responsabilité. Donc oui, ça arrive. Et vous soulevez là la question de l'appétit au risque. Donc il faut un diététicien, mais après il y a l'appétit. Est-ce que je peux être obèse de risque et peut-être en mourir un jour? Voilà. Et on fait très attention à notre ligne sur les risques dans la banque pour éviter des problèmes à court terme ou à long terme. Donc c'est une métaphore, mais au moins vous comprenez très vite le sujet. C'est à la fois aussi compliqué et aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Il y a même des choses où il y a écrit « attention, si vous prenez ça, ça tue ». Et pourtant, c'est sur le marché. Dans l'informatique, c'est pareil. Donc le conseil reste utile. Et donc le RSSI qui conseille avec une image de bienveillance et pas une image de bloqueur, et je pense un facteur très important. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Est-ce qu'il n'y a pas eu une transformation suite aux différentes affaires de piratage de grandes entreprises, dont Facebook notamment récemment, de vision du coup de l'entreprise et surtout du client vis-à-vis de la sécurité? Est-ce que ça n'a pas donné plus d'impact justement au RSSI dans les entreprises? Eric, peut-être Oui, la réponse est oui. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose je sais pas, encore une fois, je vais être très candide, qu'on mesure pas forcément, c'est à quel point les dirigeants d'entreprise, les DSI se parlent en fait. Ils se retrouvent à certains dîners et puis ils disent alors toi la cybersécurité, et finalement quand cette question-là ils n'ont pas la réponse, ça les gêne et ils retournent chez eux, chez nous, dans les entreprises pour poser la question aux bonnes personnes et puis ça commence à tomber jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui donne la réponse. Donc je pense que toutes ces affaires, il faut toujours essayer d'éviter d'être dans le journal, mais oui, elles ont un impact. Elles ont un impact au plus haut niveau où les gens commencent et veulent avoir c'est là où on doit adapter notre discours, ils veulent avoir des réponses simples. Si on commence à leur expliquer que la version 12 du firewall, on l'a la semaine prochaine et ça résoudra ce qui est arrivé à l'entreprise d'à côté, c'est fini. Donc là aussi, il y a une adaptation, mais je pense que ça, c'est un sujet dont on parle toujours un petit peu en creux, c'est la maturité des entreprises en fait. Avoir le niveau COMEX, alors que le COMEX n'est pas prêt, ça sert entre guillemets à rien, donc avoir ce niveau de discours-là, malheureusement, est vain, et à l'inverse, rester dans le passé, avoir un discours purement technique pour une entreprise dont la maturité est en train de monter justement par ces phénomènes-là, que ce soit la réglementation, ça c'est un gros driver, Stéphane en a parlé, j'en ai parlé aussi. Je pense que ça, c'est le PDG étant souvent le responsable juridique dans l'affaire, le responsable pénal, à un moment il va se poser la question pour lui-même, quoi. Et généralement il va essayer de la diffuser au sein de l'entreprise aussi. Et sur la cyber aujourd'hui c'est assez compliqué à savoir exactement qui doit porter le risque cyber de non-conformité réglementaire par exemple. Donc voilà. Michel, peut-être Non, juste à dire, effectivement, c'est ce que je disais, vous avez les stressés et ceux qui s'en foutent, quoi. Donc, après, il faut trouver le bon argument pour chacun pour faire en sorte qu'on aille dans le bon sens. Et puis, il y a le deuxième point qu'on pourrait ajouter, c'est que le cas Facebook est à double tranchant parce qu'il touche en même temps la vie privée. Et donc, forcément, il a un levier d'action qui est d'une puissance colossale. D'autant plus que si on analyse correctement ce qui s'est passé sur Facebook, le scope d'attaque est beaucoup plus grand que les 50 millions de personnes. C'est 50, plus 40, plus en même temps tous les services qui sont associés. Et l'OpenAuth qui est derrière, l'authentification que vous pouvez faire entrer à Facebook, a touché, mais là c'est très large, mais on ne vit pas dans le stress. Alors, ce que je disais au début, c'est vrai que j'ai peut-être employé le terme accélérateur de business. Bon, à l'origine, il y avait d'autres intervenants on était autour de nouveaux produits. On est peut-être plus dans l'accompagnement du business et dans le développement du business. Et ça, je crois que ça a bien été montré dans les exemples ici. L'accélérateur, c'est peut-être la prochaine étape.
Il y a beaucoup de cas spécifiques et c'est fonction de l'activité de votre métier. Mais c'est vrai, quand par exemple on regarde dans tout ce qui est étatique, par exemple, il y a l'obligation de travailler lorsque vous êtes en diffusion restreinte avec un certain nombre d'acteurs qui eux aussi ont réussi et passé des certifications. Je voudrais revenir sur ce mécanisme accélérateur du business. Sur le fond, il y a quand même un mécanisme qui est intéressant, c'est vous allez sélectionner en fait des partenaires qui ont déjà passé un certain nombre de qualifications. Et en même temps, au sein de l'entreprise, il y a toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et on va les étudier ensemble pour pouvoir développer quelque chose. Et notre rôle, il est là. On permet cette accélération en faisant des partenaires un partenariat avec d'autres sociétés qui vont développer l'activité. Voilà, on est des facilitateurs, on n'est forcément plus des freins. Ça, je pense que cette maturité, elle est acquise et c'est un bon point. Stéphane ? Je peux élaborer un peu là-dessus pour vous, parce que derrière ce qu'on a dit, il y a ça. Mais c'est vrai que nos grands sujets proches de nous, c'est de convaincre déjà les gens qui décidaient, puisque le RSSI ne pilote pas l'entreprise. On était dans éviter des incidents. La sécurité, c'est du save money, c'est pas du make money. On passe tout à petit dans ce que vous avez décrit, les bons fournisseurs référencés, etc. C'est du cost avoidance. Et ça, pour un CEO, un PDG d'entreprise, c'est pas de la véritable création de valeur. Et je peux vous le dire, là, cette semaine, depuis quelques semaines, on peut faire de la création de valeur avec de la sécurité. Alors ça va faire ricaner tous les gens qui sont grands managers métiers dans les entreprises, mais c'est vrai. Par exemple, lorsqu'on doit, pour des raisons d'attaque et de sécurité très basiques, faire de l'authentification forte à distance, aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise multinationale, le RSSI doit proposer des choses qui marchent en Russie, c'est pas les mêmes qu'en France, etc. Donc les mécanismes d'authentification sont différents. Et donc on les échelonne aussi en fonction de l'expérience du client. Des générations ne supportent pas d'avoir une application où il faut que je génère un mot de passe à usage unique, d'autres aiment bien, d'autres aiment la reconnaissance faciale, mais il ne faut pas qu'elle soit piratable avec une photo, etc. Donc on a des échelons d'après l'ergonomie client de solutions, et on a des niveaux bas minimum syndical, pour la gestion des risques. Et en plus, on a de la territorialité, tel pays prend ça et pas ça. Ça nous a fait faire des catalogues. Et ces catalogues, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les banques doivent partager leurs informations et leurs services, par exemple, avec des partenaires qui sont des fintech. Et pas le choix. Donc directive des services de paiement, quelqu'un qui fait de la comptabilité, un petit logiciel, vous avez développé ça dans votre société à 10 personnes, et on devra vous ouvrir une prise de branchement, vous branchez dessus, et puis l'entreprise, si elle est d'accord et qu'elle est chez nous, on devra fournir les flux. Et donc ça nous permet de générer du business sur quelque chose qui de prime abord semblait négatif. Ils vont se brancher sur nous, est-ce qu'ils ont le même niveau de sécurité, etc. Si on va au-delà de ces craintes et qu'on les accompagne avec les rôles RSSI, etc., c'est quoi ? C'est que là où vous aviez 150 000 personnes dans un groupe qui vendaient vos services, demain vous aurez peut-être 1 million de personnes qui vendront vos services. Donc là, c'est un véritable démultiplicateur de business, et c'est très simple de découvrir quel est le catalyseur, quel est le vecteur et quel est l'objet technique. Alors il y en a deux, il y a un support qu'on appelle API, vous entendez parler partout, les API, et le deuxième, qui souvent est lui aussi l'API, parce que autant de reconnaissance à distance, c'est la sécurité. Et donc la sécurité va être génératrice de profit parce qu'elle va nous permettre d'aller dans ce qu'on appelle la transsectorialité. Je maîtrise en interne, je suis tout seul avec Ensuite il y a l'intersectorialité, je fais des échanges contractualisés. La transsectorialité, c'est n'importe qui, n'importe quand interagit avec vous, même si on le connaît. Bon, il y a des précautions à prendre. Et donc ça va multiplier notre business, parce que ça permettrait à une entreprise française, lorsque les clients ne viennent pas dans une agence à Tourcoing, à Paris, à Strasbourg, d'enrôler des clients, un peu comme Amazon peut vous enrôler alors que vous allez ni à Boston ni à Atlanta. D'accord ? Et ça, c'est le business mondial. Et si on veut accéder à ce business mondial, la sécurité sera la marche d'escalier. J'espère que vous tweetez. Merci Stéphane. J'aurais bien une réponse un peu en forme de pirouette. Vous êtes dans l'automobile, mais on prendrait l'exemple d'un vélo en fait. Moi je pense que le RSSI sur le vélo, c'est le frein. Si vous n'avez pas de frein sur votre vélo, vous allez rouler à 2 à l'heure parce qu'au premier virage, vous allez partir tout droit. Si vous avez un frein, vous allez commencer à accélérer et vous allez peut-être rouler à 30 en vous disant si jamais il y a quelque chose que j'ai pas prévu, je vais freiner. Et heureusement que j'ai mon RSSI qui a en l'occurrence installé le frein juste avant. Donc c'est ça en fait le mot accélérateur. On peut toujours un peu se poser la question, mais celui qui accélère, c'est le métier, c'est pas le RSSI. Enfin, sauf peut-être dans certains cas de figure où ça génère spécifiquement des revenus, mais voilà. Je pense que l'image que j'aime bien employer en interne à ADP, c'est celle-là. C'est-à-dire, si vous êtes sur un vélo sans frein, tout le monde a dû faire l'expérience. Sous la pluie, vous allez rouler doucement, quoi. Vous allez marcher à côté.
Voilà, c'est une réponse un peu en forme de pirouette. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va se faire virer. Merci beaucoup. Merci messieurs.